Bon, ben voilà, quand j'étais jeune, j'ai commencé à être sur la piste d'un cirque. Donc c'était le cirque à mon père. Parce qu'on tenait un cirque et un cinéma avant la guerre. La guerre, c'est déclaré au mois de septembre 1939. À l'âge de 2 ans jusqu'à 40, donc en 40, j'avais 15 ans. J'étais clown, acrobate, musicien. Mon père était voltigeur sur chevaux. Et les Allemands sont arrivés en France, en 40, quoi, en 39-40. Et mon père, c'est un ancien, il avait fait la guerre de 14-18. Il avait été blessé et gazé pendant la guerre. Et on était à Petit Couronne, donc à côté d'Oran. Et mon père, quand c'était la débâcle, il y avait les Belges, les gens du Nord qui descendaient pour fuir les Allemands, quoi. Il avait monté le chapiteau parce qu'on avait arrêté le voyage. Mon père, il s'était embauché à Petit Couronne, au Haut-Fourneau. Parce que déjà, en 1912, il y avait des gens qui avaient été dans le camp d'internement pendant la guerre de 14. Alors, comme mon père, il savait, il a dit, j'arrête le voyage. Il s'était embauché donc au Fourneau à Petit Couronne. Et c'était la guerre, en une nuit, les Américains et les Anglais, les Français, qui étaient partis de l'autre côté, donc en Angleterre. Ils venaient bombarder. Et en une nuit, ils ont bombardé les Hauts-Fourneaux. Donc mon père n'avait plus de travail. Ça fait qu'il s'est rembauché après chez Jupiter. Donc c'était pour mettre des murs autour des citernes pour pas que, s'ils viennent bombarder, que l'essence ça coule dans le pays, quoi. Et là pareil, ils ont bombardé. Alors c'est avec mon père, il a demandé l'autorisation au directeur de Haut-Fourneau pour voir s'il pouvait rester sur le terrain qu'il avait donné pendant que il avait dit oui. Et le 4 octobre au matin, mon père, il avait monté un chapiteau, bon, les gens, ils viennent. Donc, il y avait les gens qui venaient, c'était les enfants et les femmes, parce que les hommes étaient soit encore sur le front ou prisonniers. Alors, ça fait qu'il avait monté le chapiteau et pour que les gens, ils viennent dormir en dessous, quoi. Et le 4 octobre au matin, on entend frapper dans les caravanes, c'était les gendarmes français. Alors ils disent à mon père, démontez votre chapiteau et vous remballez vos affaires, vous allez nous suivre. Alors c'est avec mon père, il dit, vous suivez-vous. Il dit, vous le verrez bien, c'est des ordres, on les exécute. Bon, alors mon père, il démonte le chapiteau, et puis ça fait que les gendarmes, après, ils ont passé devant le convoi à mon père, et derrière, et ils nous ont emmenés dans l'usine désinfectée à Darmétal, près d'Oran. Bon, alors ils nous ont fait rentrer les caravanes et puis ils ont dit à mon père, vous mettez les caravanes dans la mur et voilà. Alors nous, comme on était jeunes, j'avais 15 ans moi, avec les autres, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants là. Alors on a voulu sortir. Ça fait que les gendarmes, ils ont pris les fusils, puis non, vous n'avez plus le droit de sortir, vous êtes prisonnier. Alors ça fait qu'on a resté 1 mois à Darmétal. Et le matin à 6 heures, ils ont venu, ils disent voilà, vous avez 1 heure pour prendre quelques affaires et puis on vous emmène. Ça fait que de Darmétal, il nous est descendu à Saint-Villers-Oran, à côté d'Oran, quoi.
Et là, sur le quai, il y avait 3 wagons à bestiaux. Donc, à l'époque, ils transportaient les bestiaux dans les wagons. Ils ont fait monter dedans. Ça fait que on monte dans les wagons, ils ont fermé les wagons. Et on est parti, il était à peu près 7 heures de cette Villermont. 7 heures du matin. Ouais, 7 heures du matin à peu près. On a roulé toute la journée, debout, sans boire, sans manger. Et on est arrivé à la gare de Bretigny, là, quoi. Donc ici, à côté. Là. On est arrivé, il était peut-être 8 heures du soir. Et c'est bon. Ils ont ouvert le wagon, qu'est-ce qu'il y avait sur le quai? Les gendarmes, la police, qui étaient là, qui nous attendaient, quoi. Ça fait qu'on est parti de Bretigny jusqu'à l'autodrome là-haut, à travers champs, et à coups de matraque et à coups de crosse de fusil, quoi. Alors ça fait qu'on arrivait à moitié chemin, mais comme on est arrivé toute la journée debout, les gens étaient fatigués, alors ils foutaient des coups de crosse et puis des coups de matraque chez les gens, quoi, chez les femmes, les enfants. Alors ça fait que nous, les jeunes, enfin les jeunes, on avait 15 ans, il y avait un peu plus âgés aussi, on a sauté chez les policiers pour plus qu'ils frappent, quoi. Alors ça fait que on n'a pas duré longtemps, il y en avait trop. Alors ça fait qu'on s'est mis autour, après les femmes, les gosses au milieu, et c'est nous qu'on prenait le coup. On a pris des coups de matraque, des coups de crosse, depuis Bretigny jusqu'à l'autodrome là-haut. C'est-à-dire sur presque 7 km. Ah, Alors quand ils ont débarqué des wagons vaisseaux, bien sûr, ankylosés pour les vieilles personnes, même pour les jeunes, il y avait des nourrissons, tout ça, ils ont été débarqués sans ménagement, bien entendu, amenés sans ménagement, et bien entendu, rien à manger, rien à boire, et puis surtout pour les nourrissons, pas de lait. Alors monsieur Raymond, vous pouvez continuer s'il vous plaît. Oui, alors on arrivait là-haut, c'était un camp militaire. C'est où les soldats, ils apprenaient des motoristes. C'était l'armée. Alors, comme ils étaient partis sur le front, ils nous ont donné la place des militaires, quoi. Ça fait qu'on a resté, moi j'ai resté un an là. La première fois, je me suis évadé avec mon frère. Bon, comme j'avais un cousin qui est resté à Damartin en Goual, là, dans le Sud-de-Marne, on s'était réfugié chez lui. Alors, comme à l'époque, il fallait des cartes d'alimentation pour manger, si on voulait du pain, il fallait donner un ticket de pain, si on voulait du beurre, il fallait un ticket de bon, pas bon. Alors tout ça, c'était resté puisqu'on s'était évadé. Alors le maire du pays de Dammartin-en-Goual, il connaissait bien mon cousin, il a dit on va écrire dans les communes où ils sont nés pour avoir un acte de naissance pour pouvoir leur donner des cartes d'alimentation. Ça fait qu'on a attendu peut-être 15 jours, 3 semaines chez mon cousin, là. On attendait les actes de naissance, mais et là encore une chose, pareil, à 6 heures du matin, je crois moi arriver, et les gendarmes. Alors ils viennent, ils nous prennent, quoi, moi et mon frère. Ils voulaient emmener mon cousin parce qu'il nous avait hébergés. Alors le maire du pays, il a dit non, il dit vous ne l'emmènerez pas. Alors tous les gens du pays de Dammartin, ils sont mis devant la porte à mon cousin, avec le maire, et puis ça fait que les gendarmes sont partis, ils l'ont pas pris. Alors nous, ils nous ont emmenés, moi et mon frère. Ils nous ont emmenés à Dammartin, à la gendarmerie, là. Et on était dans le panier à salade, comme on dit. On était attaché avec une chaîne, avec les menottes, après un siège, quoi. Puis on était devant la porte, on a resté à peu près 1 heure devant la porte, là. Et tout d'un coup, on a vu sortir les gendarmes de Dammartin, là, avec des chaînes. Bon, je dis à mon frère, je dis, tiens, sûr, c'est pour nous, ça. Bon, alors ils ont monté dans le panier à salade, ils ont mis une chaîne au pied,
moi et mon frère, attachés l'un à l'autre. Ils nous ont ramené la l'inamonderie. Alors on arriva à l'inamonderie, ils nous ont fait descendre. Mais il y avait un grand parcours du bas pour monter en haut au camp, là. Au lieu de monter avec le camion en haut, ils sont venus en bas. Alors, nous on était attachés, mon frère, par une jambe. Alors quand on marchait, ça nous faisait mal, la chaîne elle nous rentrait dans la viande, quoi. Alors je dis à mon frère, je dis tiens, on va sauter, ça nous fera moins mal. On commence à sauter, moi et mon frère, mais il croyait qu'on se saurait. Ils ont couru après nous, quoi. Mais moi et mon frère, bon, on était des acrobates, on savait sauter. Hein. Alors les gendarmes, ils couraient derrière nous. Et ils avaient fait exprès pour faire voir que celui qui se sauvait, voilà ce qui les attendait, quoi. Donc quand il y en a un qui s'est évadé du camp, c'était 1 mois de mitard. Vous savez ce que c'est d'un mitard au cachot? 1 mois. C'est une prison si vous voulez. Et tout noir, il n'y avait pas de fenêtre, rien du tout, dans le noir comme ça. Alors c'était 1 mois. Un qui s'évadait, qui était après, il faisait 1 mois de cachot, et un bout de pain, et une gamelle d'eau tous les 3 jours. Hein, tous les 3 jours, on ne les voyait plus, on les voyait 3 jours, puis il y avait un bout de pain, et puis une gamelle d'eau, quoi. Alors, moi, la première fois, on a été repris, et la deuxième fois, j'ai retourné au cachot, parce que il y avait un petit gitan, là. Il avait faim, bon, tout le monde avait faim parce qu'on n'avait presque rien à manger. Alors même dans la misère, il y a des gens qui sont méchants. Ils venaient pour se mettre devant, pour repasser, pour avoir un peu plus à manger. Alors hop, il en repoussait. Alors moi je l'ai appelé et je l'ai fait mettre devant moi. Ça fait que ça dura un bon moment. Il venait, il savait, il venait devant moi, il repassait, il avait double ration, quoi. Et un beau jour, le gendarme, il voit le gardien, là. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, c'est un petit gamin, il ne savait pas quoi répondre, quoi. Alors je lui ai dit, mon gardien, s'il est là, c'est qu'il a faim. Hein, il veut un peu de radio. Ah, il dit, tu veux du radio? Alors la louche qui servait la soupe, là, il met un coup sur la tête. Le gamin, il tombe par terre, bon, assommé, quoi. Alors moi, je vois ça, qu'est-ce que je fais? Je fous un coup de poing au gardien, et voilà. 1 mois de cachot, encore un coup, quoi. Je n'ai pas fait 1 mois. Parce que j'avais les menottes, 1 mois, les menottes dans le dos. Pas devant, hein, ils nous mettaient les menottes dans le dos, il faut les débrouiller comme ça. Bon, on ne pouvait pas manger parce que, bon, comme un chien, si vous voulez, pareil. Hein. Alors moi, quand j'étais sous les menottes dans le dos, je les passais devant. Je regarde passer et hop, les menottes devant. Alors bon, ça a duré 3 jours et puis libéré. Ils se demandaient. Alors si je les entendais arriver, hop, je leur passais les menottes dans le dos. Ah bon, alors, j'ai resté peut-être 1 semaine, mais avec le bruit et les menottes, j'ai creusé, c'était une porte en bois. Alors j'ai creusé autour des clous. Les planches, ils ont commencé à bouger, je dis c'est bon. Mais c'est les menottes après pour enlever. J'ai réussi, bon, il y a un coup de pied dans la porte, c'est bon, hein. Mais les menottes, alors il me restait un peu d'eau, j'ai mis sur mes mains, j'ai mis les menottes sur en dessous comme ça, et j'ai tiré. Vous voyez, depuis, j'ai encore une cicatrice, parce que la viande, quand j'ai tiré, toute la viande était partie avec les menottes, parce que ça coupe comme un rasoir, ça. Hein. Allez, alors après, j'ai foutu un coup de pied dans la porte. J'ai pris la petite escampette, comme on dit,
Mais je ne me suis pas sauvé directement. J'ai resté toute la nuit perché dans un arbre. Parce que si j'avais pris le bois, sitôt il prenait, alors il cernait tout, et puis hop, il rattrapait ceux qui se sauvaient, quoi. Alors j'ai sauté dans un gros arbre, j'ai estimé au haut, et jusqu'à temps, ils ont cherché presque toute la nuit, mais moi j'étais dans l'arbre, j'ai voulu rechercher. Hein. Vous m'excusez l'expression, mais je dis, oh les cons, ils cherchent par terre, je suis en l'air. Ça fait bien plutôt rigoler, hein, parce que j'étais perché là-haut, il faisait pas chaud. Hein. Enfin bon, le petit matin, je suis reparti à travers le champ, puis j'ai essayé d'organiser où il y avait les caravanes. Alors je suis reparti de l'île à Montlhéry, à pied et nu-pied, parce que on n'avait plus rien à se mettre. Hein. Même les femmes, en dernier, il n'y avait plus de couverture, plus de paillasse, parce que les femmes, ils prenaient les couvertures pour faire des jupes. Parce que mes parents, ils ont resté 2 ans là-haut. Jamais ils ont été ravitaillés en linge, en rien du tout, quoi. Alors, on n'avait plus rien à se mettre, quoi. Alors, j'ai réussi à gagner des arts métal. Et là, j'ai pris ce qu'il fallait dans nos caravanes. Et je suis parti en Bretagne travailler, quoi. Oui, alors on va faire une petite pause. Alors, ce que vient de dire M. Grève au sujet, bien sûr, de l'arbre, il y a une stèle commémorative sur la place de la gare de Brétigny, commémorant, bien sûr, cette situation, cette stèle commémorative. Il y a une branche avec un petit bonhomme dessus, qui est juste à côté, c'est à quelques 3 kilomètres d'ici. Donc, il symbolise, parce que, voilà, s'il s'avait sauvé, il aurait été repris tout de suite. Mais étant donné qu'il s'est caché, alors il ne pensait pas qu'il était, bon, c'est une scène quand même un peu... J'étais encore dans le camp, là. Il était encore, oui, dans le camp, parce que là, le camp de Montlhéry, pour le situer, il est sur une colline, donc forcément, la colline, il faut descendre pour sortir sur la Nationale 20, puis autres, mais c'était bien gardé, alors ils n'ont pas eu l'idée de regarder en l'air, bien sûr. Et il n'y avait pas des chiens, sinon s'il y avait eu des chiens, mais c'était que des hommes. S'il y avait des chiens, bien sûr, le chien aurait tout de suite sorti. Et vous voyez comme quoi le destin a voulu qu'il a pu se sauver, se cacher, et après prendre la poudre d'escampette pour rejoindre à quelques, quand même, Rouen, vous voyez, ça représente peut-être 180 km d'ici, donc à pied, bien sûr, dans les conditions qui ne sont pas cela, marcher un peu la nuit, le sens de l'orientation, parce que c'est vrai que c'est quand même pas rien, donc puis sans manger simplement ce qu'il y avait dans la nature, hein. Et bien sûr, il a mangé de l'herbe, il a mangé, et après il vous expliquera aussi, des feuilles d'arbre, un peu tout, vous voyez, parce que la faim est là. Et c'est pour ça que, voilà, donc si vous avez déjà quelques questions à lui poser, mais enfin, on continuera ce récit. Donc toute votre famille a été arrêtée avec vous? Oui. D'accord. Tous. Mais on n'aurait pas dû être arrêtés parce que nous, on avait les carnets pour eux. Donc au départ, c'était pour les nomades. Mais nous, on n'était pas nomades parce qu'on avait un métier. Et ils nous ont ramassés quand même. Mais on n'aurait pas dû être ramassés. Comme l'autre fois, mon père, il disait là-haut à l'autodrome, parce que mon père a fait la guerre de 14. Il a été blessé et gardé. Il disait aux gardiens, c'est malheureux quand même, être prisonnier, c'est le sol français, et gardé par des Français. Moi qui ai fait la guerre de 14. Hein? C'est ça qui était le plus... hein? On n'aurait pas dû être arrêtés, nous. Ils nous ont arrêtés quand même. Parce que quand mes parents sont sortis des camps, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de caravane, il n'y avait plus rien. On a tout perdu, quoi, pendant la guerre. Alors c'est là que... Bon, après, moi, quand je me suis élevé, bon, je suis parti en Bretagne travailler. Bon, là-bas, il y avait du travail. Vu mon âge, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas m'embaucher, ils étaient en graine. Enfin, il y a des gens qui avaient un peu, et ils m'embauchaient pour une semaine. Des fois, quand ils voyaient que je travaillais bien, hop, je restais 1 mois. Alors ça pouvait gagner de l'argent, et je venais de Bretagne, ici à Linard. Je venais la nuit, et je venais apporter à manger à mes parents. Enfin, j'avais un passage que personne ne connaissait.
Je restais toute la nuit avec mes parents, puis le matin, hop, je repartais. Et puis le dernier coup que je suis venu, il y a ma soeur, elle me dit Raymond, elle dit, on ne peut plus vivre. Ça fait, j'ai fait évader ma soeur et une petite gitane qui était avec. J'ai dit, allez, je vous emmène, mais on reste pas ensemble parce qu'on va être repris. Et ils n'ont pas resté longtemps dehors, ils ont été repris par les bons Français, les collabos qui étaient en vendu. Ils ont été repris, puis ils ont resté là. Enfin, là, je suis revenu, et le dernier coup, je suis venu, c'était le 2 avril 42. Je repasse pendant que je repasse, et j'arrive dans la baraque où il n'y avait plus personne. Moi, je dis en moi-même, tiens, ils ont été libérés, ou... Enfin bon, alors là, je suis reparti en Bretagne. Et après, j'ai appris que mon père, il était à Mulsanne. À Mulsanne. Et là, il n'a pas resté longtemps parce qu'il a fait 4 camps, mon père. Il a fait Darnétal, Montlhéry, Mulsanne et Montreuil-Bellay. Ça fait que j'ai réussi à savoir qu'il était à Montreuil-Bellay. J'ai été, comme j'ai fait ici à Montlhéry, le soir, et je leur jetais un peu à manger par-dessus ce que je voulais trouver, quoi. Et je disais à ma soeur, tel jour, telle heure, je reviendrai, parce que j'aurais resté ça comme ça, tout le monde aurait sauté dessus, parce que tout le monde mourrait de faim. Alors, ça veut dire que ma soeur, elle m'attendait. Et le dernier coup que j'ai été, je lance le manger par-dessus, et ma soeur me dit, attention, Raymond, dit, je me retourne, et en me retournant, il y avait le milicien, parce que c'était la police à Darlan, qui gardait Montreuil-Bellay. En me retournant, je vois le goulot du fusil, j'ai pris le fusil, arraché, j'en ai mis 3-4 coups sur la tête, et j'ai cassé le fusil sur la raque de chemin de fer, hop, et je suis parti. Après, je ne pouvais plus y aller, ça fait que j'ai plus une nouvelle de mes parents, et voilà. Alors ça fait que, après je suis arrivé à Angers, et je travaillais chez un cultivateur, il avait un vieux vélo. Alors j'ai dit au patron de la ferme, je dis tiens, tu me le vends ton vélo? Il me regarde et il dit je te le vends pas, je te le donne. Ça fait qu'il me donne le vélo, et j'arrive dans Angers, et à force d'avoir fait l'aller-retour à la Bretagne, Montreuil-Bellay, il n'y avait plus de pneus et plus de chauffeur sur le vélo. Je roulais carrément sur les jantes. Alors j'étais en train de rouler dans Angers, tout d'un coup il y a une voiture de police qui me double. Il me dit qu'est-ce que tu fais là? Ben je dis je roule. Ah il était à rouler. Ils me prennent moi le vélo, ils me foutent dans la bagnole de la police là. Et ils m'emmènent au commissariat. Le matin, ils m'emmènent dans la maison de correction. La ville de Rose à Angers, là. C'est une maison de correction qui était dans la cour d'hôpital. Alors bon, il est arrivé là. Le gardien était gentil avec nous. Hein. Le gardien, il n'avait pas à se plaindre, il était gentil. Alors, il me voit arriver, il me dit voilà le règlement, il faut faire ci. Bon, c'était le sport. Moi, je dis, moi, du sport, pourquoi faire? Je vais faire du sport, j'en ai fait depuis 2 ans jusqu'à 15 ans. Voilà. Alors, je commence à tourner des trucs sérieux dans la cour, je dis, bon, je dis, moi, je veux faire du sport. Et il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je veux travailler. Il dit, ici, il n'y a pas de travail. Bon. Alors je restais bon avec les autres, mais je faisais pas de sport. Je restais dans mon coin. Et un beau jour, il me dit, tiens, il dit Raymond, il dit, je suis trouvé du travail. Ah. Alors c'était dans l'hôpital, donc à côté, juste à côté où il y a la maison de correction, là.
Il me dit c'est pour ramasser les linges sales et mettre des linges propres dans les salles, quoi. Moi, il a dit ça me plaît, c'est bon. Et là, j'arrivais dans une salle, il y avait un homme tout seul. Bon, il y avait les SF, il y avait la cuisine, et sur le parking, c'était tous les gros camions de ravitaillement. Alors il regardait par la fenêtre et franchement, ce que j'en connais, s'ils avaient ça, ils seraient heureux. Moi, ça ne peut-être pas heureux. Puis un bonjour, il dit, mais qu'est-ce que tu veux insinuer, tu regardes et tu vois pas les camions qui sont partis, là? Je dis, oui, ben alors. Ben, il dit, ils sont remplis de ravitaillement. Je dis, je le vois bien, la cuisine, c'est pour les SS, bon. Ouais, mais il dit, régulièrement, je devrais sortir un camion, mais je me sens trop faible. C'était un résistant qui avait été blessé, qui était là. Bon, ben, on se dit, s'il y a que ça sort, moi, le camion. Comme je savais conduire tout, j'ai été tout jeune à conduire avec mon père. Je connais des fois, dans le petit chemin de campagne, il n'y avait pas d'auto comme maintenant, il prêtait le volant, puis là. Enfin, il me dit, tel jour, telle heure, tu dois être là, si tu veux sortir, mais il dit, c'est risqué, elle m'a dit, on verra bien. Alors ça fait que tel jour, telle heure, il me dit, tu arrêtes au croisement, tu laisses le moteur tourner, tu t'en vas. Bon, j'arrive au croisement, mais j'ai pas eu le temps de descendre du camion, et que je vois deux Allemands qui courent vers le camion. On va dire, ça y est, Raymond, c'est cuit. Hein. Bon, et tout d'un coup, celui qui vient pour du côté chauffeur, il me dit, allez, sauve-toi vite. Ouais, j'ai compris tout de suite, ça va, je suis parti. Ils ont pris le camion, puis ils l'ont emmené. C'était deux résistants qui étaient déguisés en allemand. Alors je reviens, moi je rentre dans la cour et alors, les SS, tout ça, ils cherchent partout, ils commencent à machiner tout. Enfin j'étais là, je suis revenu dans la cour de la maison de correction. Et le lendemain, il y a le gardien qui dit, Raymond, il dit, je crois que ça va chauffer pour toi parce que je crois que le directeur de l'hôpital, il t'a vendu au moche. Alors moi j'entends ça, le soir même, je sais pas, je me suis sauvé, quoi. Je me suis évadé. Et je suis monté dans le train parce que j'avais pas de sous. Je vois bien Paris, mais à Paris, je descends du train, il y avait la Gestapo, parce que j'étais recherché par la police, la Gestapo, enfin tout. J'arrive à Paris, hein, ils contrôlaient tout le monde, je me cache derrière un poteau, tu sais, le gros poteau en fer qui est machin. Et même si j'étais pas gros, il m'a vu quand même, hein, parce que comme il est arrivé, je tourne autour du poteau, hein, viens ici, bon. Il me rattrape et il m'emmène à Angers. Il m'emmène à la prison d'Angers, quoi. Et là, je reste à peu près 4 mois. J'avais passé le machin des Allemands, le tribunal militaire. Enfin, le gardien, il m'a témoigné, il dit ça ne peut pas être lui, parce que alors que le camion est parti, il était en train de faire du sport dans la cour avec nous. Alors j'en ai profité, j'ai dit, vas-y dedans, le camion est parti, ça revoit qu'il l'aurait volé, je dis, je serais parti avec. Je vois pourquoi, le camion est parti, moi je suis là. Ils m'ont grillé, c'est ça qui m'a sauvé, je serais passé au... Enfin, j'ai fait 3-4 mois à peu près encore, puis un beau jour, j'arrive dans la cellule, il y avait un gars qui était en train de peindre les murs au goudron. Alors j'ai dit, j'ai mon, ça veut dire ça. Parce que tous les jours, ils m'ont fusillé dans la cour des otages, tout ça. Moi, j'ai compris comme otage. Alors il m'avait dit, le matin, si tu as la boule de pain, tu passes la journée. J'arrive, je remonte de promenade, ils sont en train de peindre les murs. Et ça veut dire, ben, dis chapeau, demain tu quittes
la cellule, je suis obligé de peindre les murs. Enfin bon, je n'ai pas dormi de la nuit. Oh. Rien que l'odeur du goudron, ça prenait à la gorge, tout ça. Là. Allez, j'attends le matin pour voir s'il me jette la goutte de pain. Ah, il me jette la goutte de pain. Peut-être un quart d'heure après, l'Allemand est bien, il dit tu descends au greffe. Il descend au greffe, il y a les 2 policiers qui étaient là, l'hôtel de gendarmerie, la allemande, là. Il me met sur les menottes et il m'emmène à 3 dans l'eau, au centre pénitentiaire de Haucourt. C'était tous des résistants qui étaient là, ils entendaient, il y avait tout ça. Et il y a un jour, il passe et il dit qui c'est qui veut travailler? Bon, puis il reste en cellule, à rien faire, moi, des copains, on dit nous, ils prennent des noms. On attend un peu, puis une nouvelle. Bon, je dis, ils s'en foutent de nous. Hein. Puis un bon matin, ils viennent, un tel, allez, vous allez travailler. Mais nous, on croyait que c'était autour. Directement dans les vagons, ils nous emmènent des Hauts-Clos à la gare. Et là, dans les wagons et bestiaux, direct en Allemagne. Nous arrivons en Allemagne, quoi. Bon. Alors moi, puis 2 de mes copains, on se sauve, on s'évade. Et on se perd dans la forêt noire. Ça fait qu'on tournait en rond, et puis une semaine dans les bois, on était presque à bout. En fait, ils couraient, quoi. Alors, tout d'un coup, ils passent en troupeau de biches, hein. Mais quand on aurait couru après, on n'avait rien pour les faire cuire. Et ils s'arrêtent et ils mangeaient des feuilles. Ça fait, je dis à mes copains, je dis, eux, ils vivent bien, pourquoi qu'on n'essayait pas de manger des feuilles? Ça fait qu'on a mangé des feuilles d'arbres et ça nous a coupé la soif et on arrivait à gagner, à revenir. Et quand on sort de la forêt noire, là, justement, il y avait les jeunes de la... Les jeunes israéliens, là, ils étaient en train de faire des trucs, on sort juste à peu près où ils sont. Et ils nous voient sortir des bois, ouais. On a été surpris pour la première fois. Ça fait que d'être là, comme on s'était évadé, enfin, on a fait encore du cachot, tout ça, et bon. Mais à Éternel, là, après ils nous ont mis en honte sur la discipline dans un autre camp à Aubert-Russel. Et là, on vidait les wagons, nous qui venaient de France. Enfin, c'était toutes sortes, tout ce que les Allemands, ils voyaient les tableaux, les meubles, tout ça. C'est donc on mettait ça dans un dépôt à la gare de Francfort. Et j'étais en train de parler avec mon copain, là. Et le cheminot, il dit, vous êtes français? Alors, ouais, le gardien, là, il venait avec un grand casse-croûte comme ça. Je dis, tiens, il vient pour nous larguer. Non. Il prenait le casse-croûte et il le cassait en deux et il jetait dans le trou qu'on était en train de travailler, quoi. Un jour c'était un, le lendemain c'était l'autre. Et un beau jour, il y a un autre gardien qui l'a vu. Il l'a dénoncé. Ça fait qu'il lui a envoyé ce front russe. Alors c'est là qu'on est parti, on était à 8, on l'a tous embrassé. C'était gentil. Voilà. Mais là, dans les camps, pourquoi faire? J'ai vu, bon, des pendus. Hein, 3 jeunes Russes pendus à l'entrée. On s'en va travailler le matin. On vient le soir, il y a 3 Russes de pendus. Et vous savez pourquoi? Ils avaient volé une boule de pain pour manger. Ils ont reçu au moins 4-5 jours pendus à l'entrée du camp. Hein. Et un autre jeune Russe, je dis, vas-y pas, parce que la journée, on travaillait. À la tournée de la nuit, les gardiens, après il lâchait des chiens. C'était des Doberman, des chiens méchants. Alors s'ils sautent le grillage, à peine tombés, ils vont te sauter dessus. Ça n'a pas manqué, il a dit je m'en fous, il dit allez, je risque.
En fait, les chiens, ils ont fait des tués, ils ont déchiqueté les gens. Mais ces chiens-là, ils ont des mecs, un coup de sifflet, ils écoutaient. Hein. Non, ils étaient là en train de regarder le malheur, ils étaient en train de déchiqueter tous les gens. Voilà. Ça les dit, je sais pas. Ouais. Alors, j'étais en vider les wagons, là, je reprends. Et je parle avec mon copain, là, qui s'est évadé avec moi. On parlait français, quoi. On est français. Alors, le cheminot, il dit, vous êtes français? Ah, bah oui, on est français. Alors, il dit, t'as l'air d'être bien jeune, t'as été tapé pour être là. J'ai rien fait. Je ne sais même pas pourquoi que je suis là. Bon. Il va, il se retourne, il fait la navette, tant qu'on vit les wagons. Il me revient, il me dit, tu serais content de sortir de la France? Ben, je dis, comment? Alors ça fait que, il dit, je peux, je ne te promets pas si je peux, on verra. Bon, c'est pas, parce que lui, il faisait Paris-Francfort, il fait que navette avec c'était un cheminot, donc il dit ça. Et puis je le vois revenir, il me dit tiens, il prend le premier wagon pour être près de la locomotive. Il dit sitôt que le gardien est au bout, là-bas tu sautes dans le spider, où tu mettais le charbon, parce que les locomotives marchaient au charbon à l'époque. Il avait fait une petite baraque là, dans le charbon, là, avec des bouts de bois. Il dit sitôt que le gardien va être au bout, il faut dans il était tué quelqu'un de charbon. Ça fait que le gardien part au bout. Bon, mon copain qui était là, hop, j'ai bien avec. Ça fait qu'on était à deux. Mais c'était une place pour un. Bon, on était serré. Alors lui, il est venu, le cheminot, il a boulé le charbon. Allez. Alors le gardien, lui, quand le train est reparti, il a recompté, parce qu'il comptait. Il voit qu'il manque des hommes, qu'est-ce qu'il fait? Il signale à la première gare, quoi. Alors ils viennent avec les chiens, tout ça, ils fouillent le train, tout ça. Mais ils ne fouillent pas dans quel charbon. Hein. Ils tiennent à peu près 1 heure tant qu'ils fouillent le train. Après, ils les font partir. Bon, on arrive à la frontière, pareil. Ils fouillent le train. Bon, ils ne trouvent pas. Ça fait que le train repart et tout d'un coup, le cheminot, il me dit allez, tu peux sortir, tu es en France. Ah, mais quand il voit l'autre, il dit qu'est-ce que c'est? Il dit c'est mon copain qui ne vais pas le laisser. Non. Après, il dit t'as bien fait. Il dit bon, ça fait. Alors, on est arrivé chez lui, et comme on était avec l'uniforme, on ne pouvait pas sortir. On a été repris tout de suite à Paris. Alors, il dit restez cachés, je vais vous chercher du linge pour. Ça veut dire bien avec une veste, un machin pour. Il a pris l'uniforme, il a foutu à la chaudière et puis il a été chez nous, chez lui. Il lui a donné à manger, il dit les gars maintenant, hop, vous démerdez, voilà. Alors ça fait que. Il y avait un gardien aussi, un officier de paix qui était au pont, qui était gentil là. Il m'avait dit un jour, Raymond, si tu as besoin, je serai présent. Alors c'est que moi et mon copain, il dit tiens, je vais le voir, il reste à Argenteuil. On va à Argenteuil, on le voit, il dit M. Poulain, vous vous rappelez un jour, au pont là-haut, vous m'avez dit s'il y a besoin de vous serez présent, mais il dit je suis toujours présent. Il dit tiens, il dit, je vais te faire embaucher. Sa fille est d'une usine. Quand tu as embauché vers ma fille, tu seras bien jusqu'à. Tu seras toujours à l'abri de. Je dis non, je ne veux pas. Je dis parce que s'ils me reprennent, c'est ta fille qui va dérouiller. Il dit qu'est-ce que tu veux? Ben, je dis je veux rentrer dans la résistance. C'est dès qu'il dit ah, bon, s'il y a que ça, c'est facile, c'est la résistance. Alors ça fait qu'il dit tiens. Il prend son porte-monnaie, il donne 2-3 pièces, il dit tiens, en attendant, prendre un bout de pain. Voilà. Il dit tu repars dans 2 jours. Mais nous, le lendemain, on y retourne. Mais il dit je te dis dans 2 jours.
Bah, j'ai dit, ouais, mais 2 jours c'est long. Hein. Alors ça dit qu'ils téléphonent, il y a des hommes qui sont venus, et c'est là que j'ai rentré là, à la distance, jusqu'à la fin de la guerre. Après, j'ai fait la libération de Paris. Là, à la place de la Bourse, heureusement que j'étais pas gros, parce que je serais plus là. La balle, elle m'a... Vous voyez, là. La balle, elle m'a... Quand j'ai réussi à fermer ma peau. Alors, je vous écoute, jeune homme. Moi, j'aimerais savoir ce que vous avez fait dans la résistance. Quel genre d'acte ou... Sabotage, tout ça. Ouais. Et où exactement? Micro, Hein? Vous parlez fort, parce que... Eh ben, tout le nord de Paris. Pour les plus gros, ceux qui nous commandaient, c'était à la porte de la Chapelle. Donc la porte de la Chapelle, on est à Saint-Denis. Saint-Denis, Épinay. Le signe d'Anguin, Anguin-les-Bains, Argenteuil, Deuil. Tout et on était commandé par le colonel Fabian. C'est enfin ceux qui commandaient. Hein. Il y avait Raymond Aubrac, il y avait même Jean Moulin. Il venait là pour, avant qu'il soit torturé et puis mort. Quoi. J'ai connu tous ces gens-là. Bon, au début, on ne connaissait pas parce qu'on ne savait même pas qui c'est qui nous commandait. Alors. On avait un brassard avec un matricule, un numéro, c'est tout. Il n'y avait pas de nom hein, dans la résistance. Il y a que ceux qui allaient, ils avaient des fausses cartes d'identité, d'accord, mais pas nous. Nous, on avait juste le brassard, marqué FFI et numéro, c'est tout. Alors là, j'ai combattu tout. J'ai fait la libération de Paris, puis après, je me suis engagé dans l'armée régulière. Parce qu'en étant résistant, on avait le droit de s'engager directement dans l'armée. Ça fait jusqu'à la capitulation de gauche. Voilà. Ah, mais les 3/4, là, bon, on dit les Allemands. Les Allemands, c'était nos ennemis à l'époque. Mais je vais vous dire une chose, bah, les Français, ils ont fait pire. Hein? Quand vous voyez la milice, là, la police à Darlan, là, qu'ils ont monté au plateau d'Aiguillère, tué tous les résistants. Hein, c'est pas les Allemands, là, c'est bien les Français. Hein? Faut que ça se sache, ça s'est caché tout ça. Moi j'y vais au plateau d'Aiguillère tous les ans. Là. Hein? Il ne faut pas les abandonner, ces jeunes-là qui sont dans leur d'âge, pour descendre de la France. Hein? Et le remerciement aujourd'hui, ils sont de les oublier. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Il faut continuer à se battre. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut rester debout tous. Il ne faut jamais qu'elle est debout, mais pas à genoux. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est parce que j'ai résisté, moi. C'est vrai, c'est au moins 10 fois mort. Hein? Parce que là, j'ai eu un coup de matraque là, qui m'a cassé le nez. Là. Hein? Pourquoi? Parce que le Bochinet, elle est Schnell. Bon, vite, à chaque coup, je disais ta gueule. Il disait Schnell, ta gueule. Hein? Et un beau jour, il a fait venir l'interprète, là, le beau mec. Là. Il a demandé ce que ça voulait dire ta gueule. Alors il a dit. Alors là, il a pris la matraque, il m'a frappé, il m'a cassé le nez. Et après, avec la croix de fusil, on l'a mis derrière la tête, là. D'abord, j'ai encore un grand trou hein, derrière la tête, un coup de crosse. Il s'est marié, un Alsacien qui m'a sauvé la vie. Il m'a emmené, il m'a porté sur son dos, il m'a mis dans le lit de la baraque. Et comme il m'avait fracassé le crâne, il y avait plein de boudins qui étaient rentrés dans le... Il a cassé un boutil de fer, il a fait une pince et il a retiré les boudins qui étaient dans mon crâne. Voilà. Et pour ça, quand je vois
Maintenant, ce qui se passe là, dans tous les pays, ben, ça me fait repenser aux taux de gens qui souffrent. On me dit, il y en a, il faudrait les rester chez eux. Quand vous voyez les bombes qui tombent, que tout s'écroule autour de vous, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous vous sauvez? Vous n'êtes pas resté en dessous les bombes. Moi, j'ai été en Allemagne en dessous les bombes, comme les Américains, ils sont venus bombarder, là. Vous êtes là et tout autour de vous, tout s'écroule. Hein? Vous entendez les bombes siffler, là. Moi, je ne pouvais pas me sauver parce que j'étais gardé. Ceux qui voulaient se sauver, j'étais tué directement. Bon, ils sont sous les bombes à côté, là, voilà. Ben, faut le faire. Parce que ces gens-là, s'ils sautent, c'est qu'ils ont une raison. Ils ne bombarderaient pas, ils leur casseraient pas leur maison et tout, ben, ils seraient chez eux. Ouais. Ils ne viendraient pas pleurer là, à droite, à gauche pour qu'on les soutienne. Alors moi, je vois ce qu'il y a pour que ça aille mieux, les jeunes, là. Pour plus de discrimination et plus de racisme. Le jour que ça sera parti, ça ira beaucoup mieux. Faut pas être raciste. Tout le monde a le droit de vivre. On ne regarde pas la couleur de la peau. Ça soit un noir, un blanc. Le sang qui coule dans ses veines, il est rouge. Oui? Oui? Bah oui. On a tous ces sang rouges. La couleur de la peau n'a rien à voir. Alors ce qu'il y a, bon, pour se donner, pour jamais, pour se rebeller, pour résister, c'est pas dur. Pour rester debout et c'est tout. Mais jamais laissez-vous mettre à genoux. Restez debout. Se rebeller bien sûr contre la justice, mais vous avez aussi la chance. Pas de la justice, elle est belle la justice. Non, mais surtout les enfants, soyez bien conscients que vous avez des professeurs qui seront là pour vous apprendre. La justice, oui. La justice, non. Il n'y a pas de justice. De l'injustice, oui, il y en a. Vous n'avez peut-être pas conclu en disant vous êtes devenu quoi après la guerre? Vous avez pu reprendre une vie normale? Est-ce que vous avez voulu reprendre un cirque ou enfin... Ça, toi, Reprendre un cirque, il faut de l'argent. Ouais. Mais quand j'avais plus d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'ils nous ont tout pris, les bêtes, les caravanes, le cinéma, parce que mon père fait du cinéma aussi. On n'a pas touché un centime. Hein. D'abord, mon père, comme il est sorti des camps, il a quitté la France. Comme il est sorti des camps, il a été à Darnétal, il n'y avait plus de caravane, il n'y avait plus rien. Ça fait qu'il a quitté la France et il est parti en Belgique. Il n'y avait plus rien encore en France. J'ai retrouvé, moi, mes parents, là, j'ai cherché en France. Je les ai retrouvés 10 ans après. Ils étaient en France, ils étaient en Belgique. C'est un forain qui m'a dit, tiens, ton père, je le connais, il est là, j'ai été, et c'est là que j'ai retrouvé, mais 10 ans après. Ouais. D'abord, c'est bien simple. Quand j'ai été, moi, je suis revenu en France après. Mon père, il est revenu avec moi, il n'a pas voulu que je reste tout seul en France, il est revenu avec quelques-uns de mes petits frères et sœurs. Mais mes 3 plus grandes sœurs, ils n'ont plus voulu revenir en France. Ils ont dit la France, ça nous a fait souffrir, on ne veut plus en entendre parler. Ça fait qu'ils vont rester en Belgique. Ils sont mariés avec des Belges et voilà. Ça fait juste la famille en Belgique maintenant et j'en suis heureux. Ouais. Ouais, ils ont eu l'adresse, mais ils n'auront jamais la peau. Tiens, où qu'il est, pèlerin, là. Oh, il n'est pas là? Jean-Baptiste, il est parti.
Oui, ce monsieur Jean-Baptiste a fait un film avec monsieur Gurel, justement, sur Plate, ça. Ce monsieur a fait un film, donc rappelant, et puis voir les conditions de vie. Alors, c'est vrai que ça a été très difficile parce que tout le monde avait tout perdu. Quand nos magnifiques profs nous ont présenté, ils nous ont parlé d'une chanson que vous avez écrite. Ah, c'est monsieur Gurel, oui. C'est sa famille qui a fait une chanson. Alors, il voudrait que tu chantes la chanson de tes sœurs, en fait. Ah bah, si je chante, c'est chaud. Hein. Bah, pour lui, c'est des souvenirs, puis c'est des Ah, émotions. c'est mes sœurs parce que tous les matins et tous les soirs, les gardiens ils faisaient l'appel. Alors quand je m'étais évadé, ma sœur, ils ont fait un petit bout de chanson. Comme les gardiens ils appelaient mon nom, évadé. Alors ils disaient, ce qu'aucun homme n'a pu faire, un gamin de 15 ans l'a montré, que ce n'est pas une affaire de sauver tout enchaîné. C'était pour une bagatelle qu'on l'avait mis au KGB, mais sa colère en était telle que le soir il est parti de l'une à Montlhéry. Les gendarmes se mirassaient tous, mais ils n'ont pas pu le rattraper. Ils sont revenus tous bredouilles, le chef avait l'air d'une andouille. Et si Dieu le veut bien, c'est pas aujourd'hui ni demain que nous reverrons notre frangin. C'est le soir que je ça au coin du vin, là. Vous voyez, le rythme et puis surtout les paroles étaient bien faites parce que, bon, vous avez vu comment Ouais, c'était mais écrit, je chante trop bien. Alors, monsieur était musicien avant, c'était trompettiste, mais maintenant, malheureusement, il n'a plus de dents. Je peux plus, ça, il a plus de dents. Il n'a plus de dents, il ne peut plus faire la... Enfin, il s'exprime bien quand même, ce monsieur. Non, j'ai perdu mes dents parce que j'ai attrapé le scorbut. Le machin, là, tous les dents, ils tombent tout seuls. C'est une maladie, le scorbut, qu'ils appellent. Ben, c'est la nourriture qui manquait, puis la nourriture oui. équilibrée, c'est ça le scorbut. Alors voilà, je suis heureux que vous êtes venus, ça me fait un grand plaisir. Maintenant, si vous voulez, on va faire un bravo tous ensemble pour vos professeurs. Donc il faut bien écouter et surtout respecter. Vous m'entendez? Allez, on fait un bravo. Je vous souhaite à tous la chaudrome. Si vous ne savez pas, ça veut dire bonne route. Alors, bonne route et bon retour.